Bonsoir. Selon des données du marché bancaire, 17 banques en activité au Cameroun gèrent en moyenne 1000 milliards de ressources publiques. Je reçois ce soir Hervé Emmanuel comme personnalité publique, homme politique, homme médiatique. D'ailleurs, dans notre jargon, on l'appelle un bon client. C'est-à-dire que la transversalité des connaissances qu'il a des sujets qu'on aborde fait certainement de lui une personne de référence vers laquelle on se retourne assez souvent pour aborder des sujets pertinents et pour lesquels l'opinion a besoin d'être plus informée. Et le sujet de ce soir, justement, on va parler de la Caisse des dépôts et de consignation, une institution qui a été créée en avril 2008, mais qui est relancée depuis janvier 2023 avec la nomination de ses dirigeants et certainement son mouvement vers sa mise en activité. La question fait peur sur le plan des économistes, des banques, peut-être, tous ceux qui sont dans le secteur, ou du moins un certain nombre de personnes qui sont dans le secteur des métiers libéraux, greffiers, notaires et bien d'autres. Il est donc question ce soir d'essayer de comprendre les enjeux autour de cette nouvelle institution financière, mais surtout l'impact que ça peut avoir dans ces différents métiers. Hervé Emmanuel, bonsoir. Bonsoir, Lucas. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de cette belle émission d'entretien. Merci de m'avoir invité pour éclairer sur un sujet éloigné des idéologies, de l'agitation et du bruit de la ville. Mais il va sans dire qu'on va, si le temps nous le permet, évoquer quelques autres sujets d'actualité. Oui, bien sûr, bien sûr. Je l'ai dit, vous avez... Le Ndamba et tout le reste. Vous avez l'avantage d'avoir un cahier d'adresse assez important qui vous permet d'avoir des informations. Mais là, c'est un sujet dans lequel c'est mon métier et je suis heureux que je puisse apporter des éclairages si j'en suis capable selon vos questions. On pourra parler du PCRN et sa crise, du FECAFO, des inscriptions sur les listes électorales, la régulation des réseaux sociaux, le déficit énergétique malgré les 60 mégawatts injectés. Des naturels voilà, ça marche déjà? Ah, vous me le direz. Non, le naturel a été fait pour qu'on en vende un peu aussi au Tchad, aux voisins. D'accord. Et c'est une très belle affaire. C'est la raison pour laquelle EDF est un des partenaires de notre pays avec beaucoup d'intérêt. Donc, naturel est un business d'abord. Okay. Il est vrai qu'au moins une partie, un tiers peut rester pour la région qui avait un déficit énergétique, donc près de 30 mégawatts. Tout ça, c'est pas mal. C'est une valeur ajoutée. D'accord. Disons qu'on en parle tout à l'heure. Le temps d'évoquer donc le sujet principal. Et dites-vous bien que vous êtes en face d'un profane, donc certainement d'autres profanes derrière la caméra. La Caisse des dépôts et de consignation. Façon simple. En français facile. Français facile. Voilà. La Caisse des dépôts et de consignation est une institution financière publique. D'accord. Et ça a été créé, comme vous avez dit, en 2008. C'était un choix stratégique pour la modernisation de nos finances publiques et une gestion active des énormes épargnes dispersées et oisives dont dispose l'État et les pouvoirs publics à travers plusieurs institutions, les banques, à travers les tribunaux, à travers les professions libérales, avocats, notaires, huissiers, on appelle ça les CARPA, à travers les consignations de justice, à travers les démembrements de l'État que sont les entreprises publiques, parapubliques, les établissements publics, à travers les caisses d'épargne, les assurances-vie, à travers... la liste n'est pas limitative. En réalité, pour dire, la Caisse des dépôts et de consignation est un instrument dynamique de gestion que l'État s'est donné pour avoir une gestion active des avoirs ou des sommes qui lui sont confiées dans le cadre de certaines activités d'ordre public, justice et autres. Absolument. Donc, c'est une révolution qualitative que nous allons avoir et ça permet à l'État lui-même d'être un bon gestionnaire de ses avoirs dormants et ça va permettre aussi aux autres partenaires de booster leur activité. C'est-à-dire, dans l'encadrement de la Caisse des dépôts et consignation, je recommande à mes anciens collègues banquiers de ne pas avoir peur. Au contraire, elle va être, la Caisse des dépôts et consignation, que vous appelez CEDEC ici, va être plutôt quelqu'un qui va agrandir
le champ d'activité de ces institutions en y mettant beaucoup de transparence. Mais évidemment, si vous êtes paresseux et tricheur, vous ne pouvez pas voir d'un bon œil la Caisse de dépôt et consignation parce qu'elle va révéler l'état exact des bilans des banques ou des autres établissements financiers qu'on nous présente chaque année comme sur liquide. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça, par exemple en Afrique? Alors, les exemples en Afrique, je sais qu'il y en a une en Côte d'Ivoire, mais qui ne porte pas toujours le même nom. En fait, le Trésor, dans les différents pays, il y a des choix de gestion à travers des institutions qui peuvent apprendre d'autres noms. Mais nous, on a pris le modèle français, c'est-à-dire que dans une seule institution, on va réunir tous les éléments dispersés et des comptes oisifs, on appelle oisifs, qui ne sont pas gérés ou qu'on a oubliés. Imaginez, je vous donne un exemple. Lorsque nous avons eu l'indépendance, il y a des gens qui étaient devant les tribunaux. À certains, on a demandé des cautions dans les affaires. Absolument. Certains sont morts. Certains, dans la vitesse que vous connaissez les tribunaux chez nous, les jugements ne sont pas sortis et tout. Cet argent appartient à qui? Cet argent doit tomber dans le domaine public de l'État et être consigné. C'est pour ça qu'on dit consignation. Vous avez des successions qui ne sont pas terminées et où il faut prendre des garanties pour une sécurité juridique. Par exemple, les successions sont pas plus hautes, des grandes successions, il y a des problèmes. Quand vous allez vers le tribunal, il faut que vous consignez. Si vous avez un procès contre une grande entité, je ne conseille pas cela. Mais prenez les incidents avec notre fournisseur d'électricité. On vous demande de consigner. Si vous leur demandez 100 millions, vous consignez, c'est pas entre 6 et 10% de l'argent que vous demandez. Tout ça doit rester, aller à la caisse de dépôt et consignation. Mais tout cet argent-là, allait où? Bon, vous avez dans le domaine judiciaire, on a appelé les greffiers, les banquiers, des magistrats. L'argent reste entre eux, ils se le prêtaient pour certains. Et donc, tout cet argent doit rentrer à la caisse de dépôt et consignation. Donc, vous avez dit 1000 milliards, ça c'est l'argent dont déclarent les banques. Exact. Mais c'est au moins le double, sinon le triple. Donc la caisse de dépôt et consignation a vocation à devenir le principal guichet financier de l'État du Cameroun. Donc, avec quelles sont ses principales missions donc? Alors, ses principales missions, d'abord récolter cet argent, le gérer de façon dynamique, mais ça ne veut pas dire qu'elle va sécher la gestion de cet argent parce qu'elle va laisser ouvrir les comptes, du moins la disposition actuelle fait que elle va gérer cet argent à travers les comptes dans les banques, les 17 banques commerciales que vous avez dites et d'autres institutions. Mais elle devra aussi elle-même se développer, c'est-à-dire accompagner le développement, par exemple, si le gouvernement décide de financer l'immobilier, qui est un élément aussi de garantie. C'est un instrument d'investissement. Voilà. En France, par exemple, c'est la Caisse de dépôt et consignation qui a créé un démembrement qu'on appelle la SIC ici aujourd'hui, les sociétés. Elle devra gérer les finances des collectivités territoriales décentralisées, qui sont quand même un aspect économique qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent et qui est très important. Imaginez une mairie comme Douala 5e qui est passée de 2 milliards à 7 milliards d'activités. Donc, ces avoirs, ces disponibilités vont être gérées à la Caisse de dépôt et consignation. Donc, il y aura un comité de surveillance et la direction opérationnelle qui est dirigée par Richard Evina Obam et qui vont donc respecter les orientations que le gouvernement, c'est un instrument de la stratégie financière du gouvernement. Et elle va permettre que le gouvernement, en allant par exemple sur le marché, en faisant un emprunt obligataire, il a lui-même un instrument pour avoir cet argent. Et les domaines comme les assurances vie, normalement, les dépôts doivent être faits à la caisse de dépôt de consignation. C'est-à-dire tout ce qui peut poser problème sur le plan de l'ordre public financier, la garantie, la maison de garantie, doit être la caisse de dépôt de consignation. Mais les personnes aussi peuvent ouvrir les comptes à la caisse de dépôt de consignation. Si vous devez l'argent à quelqu'un et que vous avez un contentieux, mais vous consignez cet argent. D'abord, en attendant le règlement de votre contentieux, les problèmes d'héritage qui ne sont pas bien gérés, et tout ça des personnes qu'on recherche. Alors, c'est multidirectionnel, multiforme. Dans le domaine financier, c'est un géant qui est né dans le domaine financier. Les Camerounais ne sont pas encore rendus compte. Et il faudrait peut-être que, je le dis un peu vite, je ne vais pas le dire parce que Richard est mon ami, mais la communication de la CEDEC doit être publique pour que les Camerounais soient informés de cette révolution financière. Nous sommes riches, mais nous ne savons pas que nous sommes riches. Bon, l'institution est donc en place, je veux dire, avec de façon concrète.
un organe dirigeant, des personnes qui ont été nommées. Absolument. Entre janvier 2023 et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée du chemin, par des actions menées, où en est la mise en œuvre? Très bonne question, mais vous êtes plutôt un initié. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, des questions. En réalité, l'actualité de la Caisse des dépôts de conciliation depuis sa mise en feu, c'est-à-dire son démarrage, est beaucoup absorbée par les résistances qu'elle rencontre pour la mobilité, la récupération des sommes ou bien l'appropriation des sommes dont elle va être le gestionnaire, le garant. Absolument. Donc, je crois que c'est un travail qui n'est pas négligeable parce que l'émission n'est pas consacrée à ça, mais si vous prenez mes amis les banquiers, ils ont demandé 2 fois les moratoires déjà de 6 mois. Exact. C'est de la résistance inutile. Et je crois qu'au dernier moratoire que le Premier ministre leur a accordé, qui était en décembre 2023, le 1er décembre, avec la loi de 2023, elle demandait encore 6 mois. Non, mais je pense que la Caisse des dépôts est ouverte. Elle leur a dit, bon, moi je laisse les comptes dans vos livres, mais vous les mettez à mon nom. Parce que c'est moi le garant, maintenant le propriétaire délégué de ces comptes au nom de l'État des finances publiques. Donc la Caisse des dépôts fait des choses, mais d'abord, il faut que ça marche. Okay. Je crois que son conseil a été complété. Ce que je peux critiquer, c'est que je regrette qu'il n'y ait que des fonctionnaires dedans, parce que quand vous faites une assemblée d'inspecteurs des trésors ou des impôts et tout, j'ai peur qu'ils n'intègrent pas tous les aspects du secteur concurrentiel qui doit être impliqué, parce que dans certaines de ces activités, elle va avoir la gestion active de ses avoirs avec la sécurité qu'elle ne doit pas, par exemple, acheter les actions, rien que les obligations, pour ne pas disperser l'argent, gérer les retraites en partie en accord avec la CNPS, parce qu'il y a les retraites du secteur privé, mais il y a aussi des retraites du secteur public, gérer l'immobilier en partie, en entrant dans le capital de la SIC et en donnant d'autres aspects à la SIC, parce que l'État se disperse quand il crée à lui seul plusieurs sociétés immobilières où chacun fait de l'immobilier et personne, il n'y a pas un élément de synergie qui leur permet d'utiliser ces choix d'investissement en tant qu'instrument d'aménagement du territoire, de réponse par exemple au déficit du logement. Il y a au Cameroun, chaque jour on lit que tel a été inauguré l'immobilier à tel endroit, au PK 5, au PK 17, mais il n'y a pas une vue d'ensemble. Avec la Caisse des dépôts de conciliation, il y aura une vision plus claire. Je vous donne un exemple que je maîtrise mieux. C'est la Caisse des dépôts de conciliation qui a financé toute la construction des HLM après la Seconde Guerre mondiale. On est le 6 juin aujourd'hui, oui. Ah oui, la Caisse des dépôts de conciliation est un instrument terrible. D'ailleurs, le patron de la Caisse des dépôts de conciliation s'appelait et était gouverneur. Il était gouverneur de la Caisse des dépôts de conciliation. Comme le gouverneur de la BA. Oui, de la Banque de France et tout. On le nommait de la même manière. Et il jurait, prêtait serment en disant de protéger la Caisse des dépôts de conciliation, c'est-à-dire le fonds de caisse, le patrimoine de tout le monde, de l'État. C'est une institution formidable. Alors, quels sont les types de comptes que cet instrument-là gère? Ce sont les comptes, là, on va être court. Il y a 3 ou 4 types de comptes. Okay. Donc, les appellations n'ont pas un sens parce que ça revient à un compte de dépôt. N'est-ce pas? Mais les comptes sont différents selon la nature du dépôt reçu. On ne gère pas un compte de la CARPA des avocats comme on gère un compte de Hervé Maniancom ou de Dipita Tango. Et je crois que le bémol qu'on doit mettre, c'est que la vocation de la Caisse des dépôts et conciliation, ce n'est pas de rentrer en compétition avec les banques commerciales, ce qu'on appelle les banques primaires, universelles, c'est plutôt de rentrer dans des secteurs où les finances camerounaises connaissent encore. Par exemple, la banque d'investissement, les banques d'affaires. En France, vous savez qu'actuellement, c'est la Caisse des dépôts et conciliation qui est la maison mère de la Banque française d'investissement qu'on a créée pour gérer les actifs de l'État français. Donc, elle va avoir des comptes à destination, des comptes appropriés, parce qu'elle va être aussi fonds de garantie pour... mais maintenant, les limites de cela, ce sont les règles, par exemple, de la COBAC, ou bien des institutions de sécurité sociale, on appelle ça CIPES, parce que dans les transferts de fonds qu'il y a, pour des raisons de diversification des garanties, la Caisse des dépôts ne pourra pas porter à elle seule
tous les fonds de la CNPS. Ce sont les accords, les traités sous-régionaux qui imposent cela, que le risque ne soit pas sur une seule institution. Okay. Et pareil aussi pour le crédit foncier, par exemple, parce que ça rentre dans la politique. Mais à part ces exceptions, elle a le champ ouvert. Moi, ma proposition, c'est qu'on n'entre pas en compétition sur des comptes commerciaux des personnes physiques et même des personnes institutionnelles du secteur concurrentiel, c'est-à-dire les entreprises. Oui. Non, alors, cela dit, les établissements de crédit en général, mais vous l'avez également dit, la CNPS, le FECOM et bien d'autres, certaines institutions financières sont réticentes. Qu'est-ce qui peut l'expliquer? Qu'est-ce qui peut, s'il est clair que la caisse ne vient pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais plutôt vient compléter cet environnement. Oui, elle vient compléter la raffinerie financière. Vous posez une question, vous voulez que je réponde en me limitant au caractère de cette émission, qui est une émission très sérieuse, ou que je réponde comme les Camerounais? Allons-y le plus loin possible. Les deux. Bon, nous avons ici dans notre pays, moi j'ai vécu à l'étranger, mais je sais, puisque je suis là tout le temps, des habitudes, c'est-à-dire que par exemple les entités publiques avaient des comptes ouverts, et je ne suis pas sûr que les contrôles allaient jusqu'à savoir quel est le niveau de rémunération de ces comptes. Ça veut donc dire que l'arrivée de la mise à feu de la caisse de dépôt et de consignation va troubler des habitudes de certains. C'est-à-dire que les banques sont gênées parce que si elles doivent détenir encore des comptes que la caisse de dépôt va ouvrir chez elles, il faut qu'elles rémunèrent cela de façon dynamique. Je ne sais pas. Et certaines banques... C'est des dépôts qui étaient réinvestis sans forcément... Pas forcément dans les orientations du gouvernement. C'est-à-dire que ces entités qui prenaient l'argent public, c'est l'argent qui nous appartient à nous tous, ouvraient les comptes dans les banques, et ces banques-là prêtaient cet argent, on appelle les emplois, l'épargne et les emplois. Ces banques-là prêtaient l'argent qu'elles voulaient, mais je ne suis pas sûr qu'elles répétaient les intérêts de ces avoirs. On ne connaît pas les dates de maturation, donc beaucoup de choses doivent changer. Et cela trouble l'entre-soi que certains avaient, d'où la résistance. Il y a aussi un point que les Camerounais, les téléspectateurs doivent savoir, c'est que beaucoup il y a une histoire au Cameroun, on dit que les banques sont surliquides, mais ne prêtent pas. Donc, c'est devenu les maisons de prêt gagées. Eh bien, le fait que la caisse des dépôts apparaisse va un peu modérer ces affirmations un peu hâtives, parce que maintenant, on aura la réalité de qui détient l'argent qui se trouve dans ce qu'ils appellent la surliquidité. Donc, même la commission bancaire de l'Afrique centrale, la COBAC, devra modifier les règles de contrôle des banques. Parce que si la caisse de dépôt a besoin de mobiliser l'argent qu'elle détient dans une banque, évidemment, c'est l'argument principal qu'utilisent les banquiers, ça va modifier aussi sa présentation bilancielle. Parce qu'elle n'aura plus de l'argent qui dort, qui est oisif, où on se rendait compte que certaines entités publiques ouvrent un compte et laissent pendant 20 ans, 30 ans l'argent, et sans répétition de la valeur ajoutée qu'a entraîné l'utilisation de cet argent. Voilà, donc ces habitudes-là font que certains sont dérangés dans le sommeil. Mais là, ça pose une autre question de garantie. Quelles sont les garanties que la CEDEC apporte, justement, qui c'est peut-être à ces banques-là, dans la gestion, dans le quotidien de ces fonds à l'environnement? Écoutez, si j'étais le conseiller de Richard Evina Obama, n'est-ce pas? D'abord, l'argent appartient à l'État. Celui qui le représente, il agit au nom de l'intérêt de l'État et selon les priorités que l'État a décidées. Bon, donc, quand je l'ai dit, bémol, les banques sont aussi des entreprises nationales. Elles appartiennent aux Camerounais. On n'a pas créé la caisse de dépôt de consignation pour tuer les banques. Donc, il y a bien une marge de négociation qui fait que la caisse de dépôt, qui n'a pas un besoin quotidien, peut décider de la date des dates de valeur et la maturation des sommes qui sont placées dans cette banque, mais en y incluant aussi les conditions, les conditionnalités. Vous vous rendez compte que si c'est un instrument de gouvernement d'abord. Si le gouvernement décide de construire 100 000 logements et que le gouvernement a cet argent, si on fait
des additions de tout ce qui est dispersé oisif dans les banques, le gouvernement est propriétaire de son argent. Absolument. Et donc, il peut demander qu'on mobilise cet argent pour les objectifs qu'il s'est fixés. C'est un instrument de stratégie. Et moi, je dis, je vois l'activisme de lui, Paul Motazé, actuellement. C'est ça qu'on aime. Oui, le ministre des Finances, c'est ce qu'on aime. C'est-à-dire, il met en marche tous les instruments qu'il faut. On accuse notre État d'être un mauvais actionnaire, on est un mauvais propriétaire qui ne ravale pas sa maison ou qui ne limite pas son terrain. Mais là, on a affaire à des hommes et des femmes qui sont mis en avant et qui décident que maintenant, l'État va fructifier sa richesse et bien la garder. Donc votre question est fondamentale. Il faut rassurer les banquiers, les établissements bancaires, les assurances aussi, les différents métiers, mais il n'y a pas à donner une conditionnalité pour restituer ce qui appartient à la Caisse de dépôt et de consignation. Justement, quelles sont les démarches que la SEDEC peut entreprendre, d'abord pour rassurer, mais surtout pour contribuer à lever tous ces freins-là et surtout que les uns et les autres se sentent en sécurité. Si vous connaissez Richard Elvina Obam, ce n'est pas un va-t-en-guerre. C'est un homme du métier, c'est un homme de la finance. Donc je crois que toutes les négociations qui ont eu lieu sous d'ailleurs l'égide du Premier ministre sont dans le bon sens. Simplement, il y a des gens qui ne sont pas habitués à courir, à faire des courses de vitesse, qui font de la résistance, et puis il y a des habitudes qui ont du mal à disparaître. Mais ces habitudes vont disparaître parce que il s'agit de l'intérêt supérieur du Cameroun. Il s'agit de la modernisation de nos finances et c'est une très bonne nouvelle pour tout le monde parce qu'il y a tout un champ qui reste pour l'activité bancaire. Imaginez par exemple si l'État décide de donner priorité pour les crédits pour la construction. Eh bien c'est par la Caisse de dépôt et de consignation va à travers les établissements bancaires donner les conditions qui sont des formes de bonification et qui permettent à ce qu'on réussisse un tel objectif. Donc, il n'y a pas une concurrence, contrairement à ce que je lis ou j'entends ici et là, par des gens qui ne maîtrisent pas tout à fait la question. Il y a plutôt une question pour les autres de faire leur mise à jour et de s'adapter. Évidemment, ceux qui ont des problèmes avec les avoirs, c'est-à-dire des tricheurs, ne peuvent pas être à l'aise parce que c'est la fin de la récréation. Hein? L'État financier s'est réveillé et a décidé de faire son job. Et c'est une très bonne... C'est une modernisation accélérée de l'épargne. Et vous verrez, c'est beaucoup d'argent. Je vous ai dit que c'est plus de 2000, sinon 3000 milliards, hein, si on additionne. Alors, en juillet 2023, justement, le FMI a lancé comme une alerte sur la crise de liquidité dans le secteur bancaire. De ce point de vue-là, quel peut être le rôle de la SEDEC si jamais elle va rendre plus transparent les affichages. Okay. C'est-à-dire qu'on n'aura plus des affichages fantaisistes où une banque déclare qu'elle a donné le crédit à 3000 milliards, mais dit parce qu'elle a aussi des déposants publics. Et c'est un instrument qui va accompagner le gouvernement dans ses négociations avec nos partenaires, surtout le FMI. L'actualité voudrait que hier, ou c'est pas avant-hier, 71 milliards. On a reçu 11 milliards, mais je crois que le Cameroun va jouer au poids lourd. C'est-à-dire que ce sera plus quelqu'un à qui on vient donner la petite monnaie pour aller manger au McDonald's. C'est un pays qui a un poids énorme et ça va modifier les statistiques. Parce qu'actuellement, nous sommes classés comme un pays dont le total du produit intérieur brut s'élèverait à 46 milliards de dollars US. Mais je crois qu'avec la transparence de la Caisse de dépôt et de consignation, il faudra réviser nettement la hausse, le poids que nous avons. Parce que nous sommes seconds après la Côte d'Ivoire. Donc c'est un instrument de management des finances publiques qui n'est que positif et qui donne du poids, n'est-ce pas, comme interlocuteur que le Cameroun peut avoir vis-à-vis des institutions qui nous accompagnent dans le développement. Donc c'est une bonne chose. Alors l'autre enjeu, et pas des moindres, c'est justement la gestion de tout cet argent-là. Je veux dire que le regard craintif des acteurs économiques, quand on sait qu'on est dans un environnement de corruption, de détournement, oui. Est-ce que la loi qui crée cette caisse de dépôt et est-ce que cette loi-là encadre suffisamment ces activités, oui. sécurise suffisamment les apports ou alors les dépôts des différents acteurs économiques? Est-ce que de ce point de vue, il n'y a pas suffisamment de signaux
pour être... Écoutez, le gouvernement, c'est comme ça dans notre langage technique, la direction, le management de la Caisse des dépôts et conciliation et ses démembrements est encadré par les lois de la République, c'est-à-dire tout ce qui touche à la corruption, à la transparence dans la gestion de la vie publique, au conflit d'intérêts, au management de la chose publique. Donc de ce point de vue, il n'a pas à avoir peur. Vous savez qu'actuellement, je prends un exemple de ce qui me paraît être quelque chose de très dynamique. La Caisse nationale de prévoyance sociale du Cameroun est une institution qui a beaucoup d'argent. Elle est bien gérée. Elle est bien gérée. Donc ce n'est pas l'étendue de la fortune d'une institution qui crée la corruption, c'est que le voleur vole même quand il n'y a que 100 francs. Donc c'est la qualité des hommes et des femmes qui sont à la tête de ces institutions. Moi je pense qu'actuellement, la Caisse des dépôts a, du moins la volonté telle qu'on la voit manifester des managements, ce sont les premiers, ce sont les pionniers qui vont mettre, et on n'a pas à craindre. Et puis, il y a les instruments de contrôle. C'est pas parce qu'elle va gérer des 1000 ou 2000 milliards qu'elle n'est pas contrôlable. Elle est contrôlable. Alors, sur les critères d'éligibilité, par exemple, de ceux qui veulent être un acteur autour de cette caisse de dépôt, comment ça se passe? D'abord, parce que la caisse de dépôt ne va pas ouvrir une assemblée générale ou une réunion pour demander qui veut faire quoi. D'abord, elle réunit des éléments qui relèvent de l'État. Exact. Et deuxièmement, elle a chaque année une assemblée qui lui donne les orientations annuelles de choix qui ont été faites et approuvés par l'État sur des investissements précis. Donc, c'est quelque chose qui va fonctionner, qui a fonctionné ailleurs. On va essayer de voir ces modèles. J'allais oublier de vous dire, la Caisse de dépôt et consignation a aussi des gens à l'extérieur qui jouent un peu le rôle des censeurs, comme à la Banque mondiale, à la Banque centrale. Ils font le commissaire aux comptes? Oui, ça c'est le minimum. Ça c'est le minimum. C'est que, je n'ai pas comme ça. Chaque année, président le bilan, là je lisais une actualité qu'un établissement venait de transférer 4 milliards, 3 milliards 9 là-bas à la Caisse des dépôts. Mais ça va être comme ça des additions. Et elle n'est pas libre de prendre cet argent, de jeter dans l'océan. Donc ça va être dans le cadre des choix encadrés, approuvés par l'État, le gouvernement camerounais et voire même l'Assemblée nationale. En France, la Caisse des dépôts et consignation, la désignation de son directeur général doit être approuvée par l'Assemblée nationale et son projet annuel doit passer devant l'Assemblée nationale. C'est-à-dire le système de contrôle est aussi parlementaire. Parce qu'elle gère le développement des territoires. Les collectivités territoriales décentralisées, ça va devenir une économie compétitive et aussi importante, sinon plus que celle des finances publiques centralisées. Donc quand vous avez l'addition de plusieurs mairies dynamiques comme celle que nous connaissons à Douala, 3, 2, 1er, 5, c'est beaucoup d'argent et c'est beaucoup d'activités. Ça change le visage de la cité, des territoires. Donc, tout cela va se faire dans ce cadre et des collectivités comme la mairie de ville va plus avoir à faire pour les besoins de son financement comme interlocuteur à la Caisse de dépôt de conciliation, la CEDEC, qui va l'accompagner. Donc, le problème qu'il y a maintenant, c'est la frontière, le périmètre qu'il faudra définir avec des institutions comme le FECOM. Personnellement, je serais pour que le FECOM devienne une filiale, je veux dire, une branche de la Caisse de dépôt de conciliation. Qu'elle fasse des dépôts aussi ou alors... Ah ben oui, attendez, s'il y a une institution publique dont l'argent doit être à la Caisse de dépôt de conciliation, c'est le FECOM. Mais pourquoi vous faites cette exception pour le FECOM? Je ne fais pas, c'est la nature du FECOM qui fait ça, puisque le FECOM, par définition, c'est la banque des collectivités territoriales décentralisées. Et la Caisse de dépôt de conciliation, c'est la banque des territoires, c'est l'instrument de l'État pour développer les territoires. C'est ça l'un des objectifs. Donc il faut que ce soit clair. S'il y a des exceptions dans des institutions telles que la Caisse de prévoyance sociale, il est vrai que bon, nous on a une Caisse nationale de prévoyance sociale qui réunit tous les métiers, mais dans certains pays c'est divisé. Vous ne pouvez pas mettre la Caisse maladie et la Caisse retraite au même endroit et tout, ce qui donne un effet de gonflement qui peut être nuisible à son management. Mais il y a des métiers
comme je vous l'ai dit, où les garanties du risque, n'est-ce pas, de l'épargne doivent être faites de façon diversifiée. Mais le FECOM ne fait pas partie de ça. Le FECOM, c'est l'instrument financier de soutien aux collectivités territoriales décentralisées. Donc, par définition, c'est le principal client de la Caisse. En même temps, il y a un enjeu fiscal. Mais quand on sait que la politique fiscale au Cameroun vit comme une certaine fragmentation, est-ce que... Alors là, c'est une question qu'on posait parce que la Caisse des dépôts et consignations ne va pas modifier la fiscalité. Okay. Parce que dans ses activités, elle doit créer des unités qui ont une personnalité juridique et puis, voilà, et donc on applique la fiscalité de leur activité. Donc il n'y a pas... C'est pas une franchise pour ne pas payer le fisc. C'est-à-dire que même si le FECOM devient un démembrement ou disons intégré dans la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, elle doit déclarer son bilan de ses activités dans son secteur. Mais il faut que la Caisse des dépôts et consignations ait un siège à son conseil, parce que la Caisse des dépôts et consignations est l'instrument stratégique de l'État pour développer, par exemple, les municipalités, l'école, le logement social, l'épargne. Bon, nous avons la poste qui est un peu moribonde ici, mais on pourra la relancer avec les caisses d'épargne. Le livret d'épargne est géré par la Caisse de dépôt et consignation. Vous comprenez? Donc, la Caisse de dépôt, en France, la Caisse de dépôt et consignation est le principal actionnaire de la Banque postale, par exemple. Okay. Et donc, oui, c'est un champ ouvert et c'est magnifique. Ça va créer des métiers, des activités. Les jeunes doivent être heureux parce que il faut souhaiter le succès à la Caisse de dépôt et consignation. Ben moi, je salue votre optimisme. Je veux dire que... Ah ben, je suis enthousiaste par définition, surtout quand c'est bien. Ben, je veux dire que c'est une œuvre humaine. Quelles peuvent être ses limites? Quels peuvent être son contre-effet? Les hommes et les femmes qui vont la gérer. Okay. Et il faut... C'est pour cela que des émissions comme celle-ci sont très importantes. Et je disais qu'il faut que la Caisse de dépôt et consignation soit engagée dans la communication, parce qu'au moins pour une décennie, elle va rencontrer des résistances. Parce que son apparition va enlever du pouvoir de façon apparente à certains, mais doit la renforcer. Son succès ne peut être fondé que sur les réussites des choix que l'on aurait faits. Comprenez? Donc moi, je me méfie toujours quand une entreprise ou une entité vient présenter les comptes en disant nous on est équilibré. Ça veut dire qu'ils n'ont rien fait. On prend les risques, mais ce ne doit pas être les risques mortels. Vous comprenez? Donc, le succès de la Caisse des dépôts et consignation, ce sont les hommes et les femmes qui vont la diriger. Et surtout, la volonté politique permanente affirmée par le gouvernement de soutenir cette modernisation des finances publiques. Alors, sa mise en œuvre optimale, le gouvernement se donne combien de temps au regard des résistances? Ah non, c'est parti. C'est parti, il faut pousser tous les jours. Là, moi, je pense que le gouvernement ne doit pas... Je ne vais pas me faire des amis, mais comme je n'ai de crédit dans aucune banque, je peux être libre pour parler. Le gouvernement ne doit pas accepter un autre moratoire. C'est ce que demande la profession bancaire. Je crois que le fait que les comptes demeurent dans ces banques, dont l'argent... Je rappelle que le dernier de l'Est est le 31 mai. Oui, oui. Donc bon, il y a quelques jours. Il y en a qui traînent les pieds. Bon, il faut maintenant que l'ordre public règne sur l'immobilisme et que le gouvernement fasse quoi, des réquisitions pour aller à... Ah ben, c'est une disposition constitutionnelle, disons même d'ordre public. L'argent qui est là-bas appartient désormais à la Caisse de dépôt et consignation. Il faut que donc les écritures soient faites très vite et que les réquisitions, s'il y a besoin en ait, soient faites pour que l'ordre règne. Maintenant que la Caisse des dépôts, chaque établissement négocie la manière dont... Parce que si la Caisse des dépôts, je suggère pas ça à la Caisse des dépôts, décider qu'après l'ouverture des comptes, elle retire l'argent. Vous allez voir des établissements qui vont faire faillite. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de la Caisse des dépôts n'est pas de vider une activité aussi importante. Mais vous qui avez des entrées dans ces milieux-là, est-ce que tous les acteurs se sont préparés à l'arrivée et à la mise en œuvre de cette Caisse de dépôt? Est-ce que les résistances justement qu'on vit, ce ne sont pas ces résistances-là pour éviter... Et puis là, vous posez la question centrale. Je ne peux pas entrer dans la tête des uns et des autres,
et puis moi je commence à être vieux là-dedans, j'ai l'impression que certains nous donnent l'impression qu'ils n'ont pas vu venir la Caisse de dépôt et de consignation. Or, ça fait 15 ans qu'elle existe. Ce n'est pas parce qu'on a désigné les premiers dirigeants seulement il y a un an, mais donc ceux qui font cela, ou ils singent, ou ils ne sont pas sérieux. Vous comprenez? Donc je pense qu'il y a un moment où il faut siffler à la fin de la récréation et passer à autre chose. Mais il faut passer à autre chose de façon souple. Mais ceux qui veulent faire la résistance, il faut qu'ils sachent que ça ne peut pas marcher. On ne peut pas arrêter un mouvement qui est aussi important. Donc ça veut donc dire que j'ai appris de façon initiée que la Caisse des dépôts, sous l'égide du Premier ministre, aura accepté que les comptes domiciliés dans les établissements financiers, nous avons 17 banques universelles, ce qu'on appelle la banque de détail, et au reste dans ces banques, mais simplement avec le changement du nom du détenteur, c'est-à-dire la Caisse des dépôts. Et que maintenant, ceux qui ont déposé cet argent, eux vont avoir un guichet à la Caisse des dépôts. Donc je pense que c'est consensuel et que ça ne porte pas atteinte. Mais les banquiers, là c'est testamentaire, il faut que les banquiers participent à la modernisation des finances au Cameroun. Donc ils doivent transformer le périmètre de leur clientèle. Vous comprenez? Et faire en sorte... nous sommes en sous-bancarisation, hein, mais les banques préfèrent se concentrer à Bonandio. Donc vous êtes à la cité Sikou en Commune, pour toucher le moindre copec, vous devez faire le tour avec les motos-taxis. Bon, donc les banquiers doivent développer une clientèle qui existe au Cameroun et qui est dans les arrière-pays. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, même un fonctionnaire, qui travaille dans le profond pays à Bertois, vous savez que pour toucher sa pension, il prend 4 jours pour arriver à Yaoundé, et il prend encore 4 jours après avoir touché sa pension pour rentrer. Donc là, il va perdre 1 semaine au minimum, et la productivité tombe. Et je pense donc que la Caisse de dépôt devra faire en sorte qu'on reconstitue une vraie caisse d'épargne à travers les bureaux de poste si on ne les a pas vendus, n'est-ce pas, et que personne ne soit obligé de se déplacer à plus de 5 km et 10 km pour toucher l'argent. Donc, c'est un maillage qui va avoir lieu et les banques aussi peuvent maintenant commencer à se dire... Et quelles sont les niches que les banques peuvent explorer pour compenser? Il y a plusieurs niches. Il y a plusieurs niches. D'abord les entreprises et puis même les personnes physiques. Hein. Si une banque ouvre un bon guichet, par exemple à Loum ou à Pindia, hein, ou à, je ne sais pas, à Mandio, et les agriculteurs qui sont là-bas ont bien besoin d'avoir un compte bancaire. Et là, la banque devra changer ses habitudes. Parce que la banque a plusieurs façons de collecter de l'argent. Soit elle collecte l'argent des personnes physiques, dans les comptes courants de personnes. Elle collecte l'argent des institutionnels, entreprises et tout. Donc la banque devrait accompagner l'économie et aller chercher les clients là où ils se trouvent. C'est le contraire qu'on a ici au Cameroun, où vous suppliez pour ouvrir un compte et on ne vous donne pas toutes les informations qu'il faut. C'est terminé. La Caisse des dépôts, si elle peut permettre ce renversement de mentalité, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que les personnes mortes physiques peuvent également mener des activités? Ah ben oui. Okay. Si on vous demande une caution judiciaire, vous allez l'ouvrir à la Caisse de dépôt et consignation. Ça reste plus au tribunal. Je le souhaite. Et surtout, si vous avez gagné un procès, ce n'est plus votre avocat qui va mettre dans son compte personnel votre argent, dont on n'est pas sûr qu'il arrivera chez vous. Ça va diminuer certains contentieux inutiles dû au fait qu'il y a une captation de certains, de ce qui devait relever de la garantie publique de bonne fin, que ce soit dans les procès. Et les notaires ne vont plus jouer avec l'argent des gens, des huissiers, tout ça. C'est une révolution. Et enfin, c'est même une amplification de la sécurité dans les transactions, dans le business, y compris dans les paiements. Donc, vous me demandez si une personne physique peut avoir un compte, oui. Si vous êtes candidat à quelque chose et qu'il faut payer, par exemple, la caution... Candidat à l'élection présidentielle, par exemple. Oui, voilà un bon exemple et qui est d'actualité. Cette caution devra être à la Caisse de dépôt et de consignation. Parce que si vous allez chez votre petit copain banquier et qui vous dit, bon, moi je sais que vous pouvez faire 5%, on remboursera, et vous donne une caution fictive.
Non, là, il faut une caution, hein, sonnant trébuchant, et qu'on soit sûr que l'argent est entré, même s'il doit retourner. Maintenant, il va falloir que la caisse aussi fonctionne en temps réel. C'est-à-dire que les cautions, les nantissements, toutes les valeurs qui seront déposées là-bas reviennent quand ceux qui sont les légitimes propriétaires les réclament. Et là, je pense que l'État doit prendre ses dispositions parce que le crédit de la Caisse de dépôt de consignation est une condition de son succès. Et c'est très important. Alors, j'imagine, par exemple, qu'une mairie ne sera plus obligée d'aller traîner les pieds, je ne sais pas où, que pour un projet d'investissement social, elle sollicite un crédit auprès de la Caisse de dépôt de consignation. Là, c'est possible. Je vais lire, je ne veux pas paraître prétentieux, je ne connais pas toute la loi, mais je vais lire la loi pour voir dans les détails les différents crédits dont la Caisse peut être... Il ne faut pas non plus dire qu'elle peut faire la banque universelle. Absolument. Parce que là, ce serait la concurrence déloyale. Donc, elle doit faire de la banque pour la finance publique, une banque limitée dans le domaine des investissements, des affaires et des fonds de garantie. Mais justement, est-ce que notre environnement, nous sommes un pays sous perfusion, on l'a dit, le FMI est là, on fait des emprunts tous les jours. On est riche. Hein. Comment? On est riche. Je peux vous dire par expérience que le FMI ne prête pas l'argent aux États qui peuvent être en faillite. Mais bon, il y a une loi dans les finances qu'on enseigne à tous les nouveaux-nés, mais qui n'est pas tout à fait exacte. Par définition, l'État ne fait pas faillite. Mais la Grèce et le Portugal ont presque fait faillite. Et l'Argentine aussi à un moment. Eh ben oui, et même Israël d'ailleurs. Voilà. Non, ce que je voulais dire, c'est que est-ce que notre environnement sociopolitique et économique peut favoriser l'épanouissement, le développement, la mise en œuvre véritable de cet instrument? Mais le jour où les hommes du talent, les députés Tongo et tout ça vont continuer à parler de cela et à s'intéresser à ça, ça va obliger les acteurs qui sont dans ce secteur d'être excellents. Notre environnement économique est bloqué en grande partie aussi par l'ignorance, le manque d'information. Voyez-vous, par exemple, actuellement, il devrait y avoir un grand débat au GECAM, par exemple, qui devient un acteur majeur et principal. Après l'État, c'est le GECAM, enfin c'est le groupement patronal, et qui devrait débattre de cette question et voir quelle est sa place. D'ailleurs, on devait réserver une place dans le conseil de la Caisse de dépôt GECAM. On devait réserver une place aux associations de travailleurs et mutuelles qui, à travers cette institution, peuvent réclamer les développements dans le secteur de l'habitat, de l'immobilier, des assurances. Donc, c'est quelque chose de... Oui, ça va amplifier le jeu des acteurs et puis multiplier les acteurs sur le terrain. Et augmenter le produit intérieur brut de façon substantielle, de façon visible. Il y a les présences de bourse à côté, bourse régionale. Par exemple, j'ai parlé de façon télégraphique tout à l'heure, mais vous savez que l'État du Cameroun a une signature qui est très crédible chez les institutionnels, malgré le discours que certains tiennent. Chaque fois qu'on a lancé un emprunt, ça a été souscrit 3 fois plus que ce qu'on avait demandé. Ça veut donc dire qu'il y a une place que doit jouer la Caisse de dépôt de consignation dans des institutions comme les bourses de valeur. Mais elle a une limite. Elle ne peut pas aller jouer au Djambo. Je parle le français, vous m'avez dit parler français facile. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller miser ce qu'elle peut perdre. Elle doit rester dans un périmètre où on ne perd pas ce qu'on dépose à la Caisse de dépôt de consignation. Ça veut dire que quand elle va soutenir une activité, elle doit être sûre que l'activité est gérée en bon père de famille et que des bénéficiaires qui sont les finances publiques ne paieront pas l'argent. Donc avoir une expertise suffisamment poussée. De tout temps. Moi, j'ai été un moment dans mes activités à la banque d'investissement. Vous savez pourquoi l'économie française a tenu un moment? Parce que, par exemple, l'immobilier, pendant longtemps, il y avait une obligation pour les assurances et les banques d'investir dans l'immobilier pour avoir la garantie de remboursement. Parce que je ne sais pas s'il y a un fonds de garantie des banques ici au Cameroun. En France, par exemple, il y a un fonds de garantie. Donc, ça veut dire que les déposants ont la garantie qu'on les retourne au minimum au moins 100 000 euros maximum. Bon. Mais je vous le dis pourquoi, parce que aujourd'hui, les institutions sont tellement riches à cause des investissements faits avant. Aujourd'hui, on fait une différence. Au Cameroun, on ne le fait pas, mais ça existe. La différence entre la valeur marchande d'un bien immobilier et sa valeur comptable.
Sur le plan comptable, ça peut valoir 0. Mais puisqu'il y a par exemple le boom de l'immobilier, et c'est ça qui fait que les banques ou les assurances ont des garanties. Et la Caisse de dépôt de consignation doit être aussi dans cette démarche-là. Si elle fait dans l'immobilier et dans certains investissements, parce que ces investissements ont une pérennité qui garantit le risque pour qu'il n'y ait pas de collapse. Au-delà de l'immobilier, quelle est l'étendue des placements qu'elle peut faire? Ben, je vous ai dit que c'est l'État, le ministère des Finances qui annuellement, devant l'Assemblée, définit ses priorités et le Conseil de surveillance, je ne sais pas comment ils l'ont appelé, de la Caisse de dépôt et consignation, doit veiller à ce que c'est dans ces orientations qu'on est d'abord parce qu'il y a des avantages fiscaux, il y a beaucoup d'autres choses. Donc, annuellement, par exemple, on a un gros débat qui n'est pas encore démocratiquement public sur l'immobilier. Quand l'État va fixer le cap, il va dire, bon, voici les orientations, 100 000 logements. Il va falloir créer les sociétés appropriées, transformer par exemple la SIC et lui donner les moyens financiers capitalistiques pour être un acteur majeur dans ce choix politique et qui est garanti. Donc, l'État fait ça. Bon, la Caisse de dépôt et consignation peut garantir aussi certaines autres activités du domaine de la mutualité, par exemple. Et elle n'est pas interdite aussi de faire des affaires, c'est-à-dire d'entrer dans le capital des entreprises qui rapportent beaucoup d'argent. Vous comprenez? Bon, mais ce qu'elle ne doit pas faire, c'est aller spéculer. Elle n'a pas le droit de spéculer, par définition. Alors là, on apprend que, ça c'est une information investie au Cameroun, dépôt et consignation, 3,3 milliards de francs CFA. C'est ce que je disais. De plus. Oui. À la CDE, donc le Standard et le Crédit Foncier, ont donc transféré cette... Mais c'est une très bonne nouvelle, parce que le Crédit Foncier, par exemple, c'est le soutien pour la construction de l'habitat. Exact. Mais les conditions d'éligibilité dans le crédit au Crédit Foncier font qu'ils perdent plus l'argent à ceux qui en ont, plutôt qu'à ceux qui n'en ont pas. Donc, avec la présidente de la Caisse de dépôt et consignation, elle devrait dire, bon, moi, nous décidons, parce que c'est le choix du gouvernement, que tout cadre, à partir de tel moment, ait accès au logement. Voici les prêts bonifiés qu'on donne, et on étale la maturité de ces prêts. L'émission n'est pas consacrée, mais quand vous avez une banque qui ne peut pas prêter au-delà de 3 ans, 4 ans, comment vous, peut-être jeune dans votre âge, même si vous êtes devenu chef, vous allez accéder à la propriété si vous avez des crédits courts. C'est trop cher. Et donc, cela peut être ouvert au crédit foncier comme dans les autres banques. La Caisse de dépôt et consignation, la CEDEC dit, nous on vous laisse l'argent, mais c'est pour soutenir les crédits dans tel domaine et dans telles conditions. D'accord. Vous voyez? Donc c'est un instrument de mobilisation de l'épargne, mais en même temps de soutien à des choix d'investissement de l'État. Tout compte fait, on va regarder tout cela de près. Il faut souhaiter le succès de la CEDEC. On souhaite le succès de toutes les activités gouvernementales pour le bien de l'État. Mais bon, nous sommes dans un environnement, là, suffisamment dit, où le pays... Il faut inviter les banquiers à une émission comme celle-ci et qu'elles disent pourquoi ils font de la résistance par rapport à ce mouvement. Pour des raisons objectives. Hein. Exact. Maintenant, les démangeaisons cachées, je ne peux pas dire. Vous êtes banquier, quelles peuvent être les raisons objectives? Je vous ai dit que ça peut être la peur et la paresse, ou les deux à la fois. C'est-à-dire que quand vous avez un saut qualitatif qui est proposé, il faut entrer dans l'évangélisation des personnes concernées pour leur dire que non, c'est plutôt une sécurité augmentée et que ça va augmenter le business. Donc la principale peur qu'ils présentent actuellement, c'est que leurs bilans vont changer. Or, ce n'est pas exact. Parce que si on laisse l'argent, qu'il s'appelle là, caisse de dépôt ou tel client que vous laissez les faveurs de ne pas demander la rémunération, cet argent est toujours chez vous. Mais maintenant, c'est ce que celui qui va être votre interlocuteur va exiger les conditions de gestion de cet argent. Et donc, ça veut dire qu'il faudra s'adapter à cette nouvelle donne. L'avènement de Jésus-Christ n'a pas été une bonne nouvelle pour tout le monde. Et pour une institution comme la CNPS? Mais la CNPS ne devait pas avoir de problème. Normalement, je crois que l'impression que ce qu'on entend là donner, c'est soit un malentendu, soit un problème de caractère des personnes.
Mais ça ne devait pas avoir de problème parce que la Caisse nationale de prévoyance sociale a des règles de gestion, certaines qui sont des règles classiques des finances publiques, mais d'autres qui sont imposées par les conventions que nous avons signées ici et là. Donc je crois que quand on a fini de les mettre sur la table, il ne devait pas avoir de problème. C'est-à-dire, c'est une partie simplement de l'argent à la CNPS qui doit être mise en compte à la Caisse de dépôt et consignation, parce que vous avez dit que la CNPS est à la fois la caisse maladie, la caisse retraite, la caisse... Elle multiplie beaucoup d'activités. Et vous avez vous-même vu que la CNPS, pour ses garanties, a investi par exemple dans l'immobilier, ce n'est pas son métier. Et maintenant, j'entends que vous entrez dans le capital des Néo ou racheter la Société Générale de Banque. Bon, tout cela doit être fait en harmonie avec la stratégie globale de l'État par rapport à ses finances publiques. C'est l'argent. Parce que derrière tout cela, en ultime ressort, c'est l'État qui est le garant de la pérennité de tout cet argent qui est versé tous les jours. C'est l'État. Hein. S'il y a un problème à la CNPS, elle bénéficie d'une garantie du Trésor. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas faillite. Et le Trésor, c'est l'argent public. Ça, c'est sûr. Et si l'État décide donc qu'elle va faire entrer aussi la caisse de dépôt de consignation dans le jeu, je pense qu'il faut simplement qu'on ait un bon entraîneur par occasion Belgique et que tout le monde soit... Vous m'avez dit, vous voulez faire la transition Non, fermez les parenthèses. Donc, je crois que par exemple la CNPS ne devait pas avoir de problème. Ce sont deux fortes têtes et des gens d'une très grande compétence. Mao, comme l'appelle Mokulu Olivier Alain Olivier, est un très bon gestionnaire et donc je crois qu'il ne devait pas avoir de problème. Il ne devait pas. D'accord, on va observer tout cela et on espère va souhaiter beaucoup de succès à tout ça. D'ici 6 mois, 1 an, on essaye de... Ah, c'est parti, hein. Mais il faut vaincre les résistants, surtout les banquiers, parce que c'est eux qui devaient accompagner un tel mouvement et ne pas suivre comme si on leur avait attaché la corde comme des moutons, quoi. Et c'est eux qui, certainement, ont le... C'est eux qui ont le lobby, parce qu'actuellement, on n'a pas parlé de cet aspect, mais on aura une autre occasion. C'est-à-dire que beaucoup agissent là-dedans comme des lobbies, des groupes d'intérêt qui font dans la résistance. C'est pas bon. C'est pas bon. Mais il faut que, soit par la communication ou même par la contrainte, pourquoi pas passer... Mais par le lobbying aussi. Oui, mais l'État est vertical. Hein. Oui. Parce que quand on commence à jouer avec l'État comme si on jouait avec son copain en Makéa ou en Commando, ça devient dangereux. L'État est vertical, je suis désolé. Donc, il faut qu'on convainque maintenant ces activités. C'est pour ça que je dis que le débat doit entrer dans les associations professionnelles, APCAM, GCAM, et tout ça pour qu'on voit que l'arrivée de la CEDEC est un élément de modernisation et d'amplification des... Mais vous savez que les langues légères, on ne pas dire les mauvaises langues, ils estiment que bon, l'État veut avoir la même mise. Et c'est son argent. Surtout l'argent qui circule dans notre pays. Et... Ah, je suis désolé, Dipita, c'est son argent. Enfin, c'est notre argent. Parce que l'État, c'est vous et moi. Et tous ceux qui le disent d'ailleurs, ils sont peut-être pas... Ils ne savent pas que c'est de leur argent. Vous savez que le dire ainsi, c'est une connotation. Oui, non, mais je sais. Je sais. Mais garder aussi l'argent en l'État comme c'était, c'est favoriser aussi les détournements. Parce que quand vous avez de l'argent d'une entité publique et qu'on ouvre un compte dans une entité privée et ce compte n'est pas rémunéré, c'est un manque à gagner et c'est un détournement de fonds publics. Parce que la rémunération fait partie des avoirs de celui qui a cet argent, donc de l'État. Je connais un exemple, je ne vais pas citer le nom parce que c'est un problème réglé, d'un établissement bancaire, ici à Douala, qui est un grand, installé pas loin à Bonandio, et qui était virtuellement, en fait, en cessation de paiement. Et c'est un établissement public dont on vient de citer le nom, et je ne veux pas le répéter, qui a fait des dépôts pour permettre la continuation d'activité d'un établissement qui, en fait, était déjà en faillite. Or, moi, je suis presbytérien, donc dans la culture presbytérienne, je milite pour la vérité, même dans les affaires de finances. Donc, il y en a qui font la résistance parce qu'ils veulent continuer à entretenir quelque chose de furtif, d'économie artificielle, alors qu'il faut passer parfois d'économie. Il vaut mieux avoir un bilan réduit d'un établissement financier pour montrer que d'avoir un bilan fictif et qui ne repose sur aucune vérité. Vous avez des établissements qui vous disent ici,
Nous, on prête 3 000 milliards. Non, bon, j'exagère peut-être. Le plus grand prêteur ici actuellement, je crois que c'est African Bank. Là, je peux citer au nom, celui de la BICEC. Mais chacun doit prêter peut-être 800, 900 milliards. Mais c'est l'argent des déposants. Et parmi les déposants, il y a l'État. Je suppose. Ils ont des clients institutionnels. Ce sont des démembrements de l'argent de l'État. Donc quand ils le font, il faut qu'ils mettent un bémol parce que quelque part, quand ils prêtent cet argent, c'est l'État qui prête cet argent, même s'il ne touche pas les valeurs ajoutées des dividendes que cela entraîne. Donc je pense que c'est une autre culture. D'accord. Je termine là-dessus en disant qu'il y a des pays où il y a la caisse de dépôt et de consignation, il y a de très belles banques. Les banques ne sont pas mortes. Il n'y avait pas de caisse de dépôt et de consignation en Grèce, par exemple, les pays qui ont connu Vous savez, la Grèce est un pays bizarre. Là-bas, l'Église, qui est le plus grand acteur économique du pays, ne paye pas les impôts. L'Église orthodoxe. Vraiment la parenthèse. Oui, on ferme la parenthèse. Imaginez qu'on dise ici que l'Église catholique ne paye pas les impôts. Et reçoit l'argent. Et est le plus grand propriétaire immobilier du pays. Parce qu'en Grèce, le plus grand propriétaire immobilier, c'est l'Église orthodoxe. Donc, les pays où il n'y a pas d'institutions qui permettent une bonne gestion des avoirs publics débouchent dans des situations où, quand ça va mal, c'est parce que ça limite la faillite. Cela dit, parlons à présent de quelques faits politiques, notamment de cette crise, commençons par celle-là, au sein du PCRN. Oh, moi je commence. Une crise qui, selon du moins ceux qui sont désormais, puisqu'il n'y a qu'une forme de PCRN, on peut le dire ainsi, sans être abusif, ceux qui soutiennent Cabral Léby estiment que, et lui-même en premier, que ce fait-là est instigé par le ministre Paula Tangandi de l'administration territoriale et que son vis-à-vis, Robert Konan, n'a plus mot à dire. Et évidemment, Robert a certainement le bon rôle de lui rappeler qu'il est quand même le fondateur de ce parti politique. Il ne serait pas juste de le lui enlever. Non mais attendez, au Cameroun, nous sommes dans une république. D'accord. Et on ne veut pas créer des présidents sa vie, même dans les associations. Fondateur ne veut pas dire que c'est vous qui gérez l'association tout le temps. Voilà la première remarque que je fais, parce que c'est une incongruité sémantique et qui est prononcée au Cameroun. Il faut qu'on revienne à la norme démocratique de tout le pays. Vous me demandez ce que j'en pense. Je pense d'abord que c'est du désordre et que la meilleure démocratie, celle que le président Paul Biya veut léguer aux Camerounais, c'est une démocratie avec des principes et des fondements, des normes. Et personne ne doit transgresser ces fondements, s'affranchir. Il y a des gens qui, parce qu'ils n'aiment pas l'école, ils soutiennent l'ignorance sans le savoir. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que la fin justifie les moyens. Vous connaissez, nous on se connaît, ma culture. C'est qu'il faut, pour contourner un obstacle, surtout qui est fondamental, vous ne devez pas violer une loi. C'est inacceptable. Il y a une décision de justice qui a interdit une assemblée. Je pense que ce n'est pas sérieux d'écouter une seule seconde quelqu'un qui va faire l'assemblée malgré la décision de justice. Il faut sereinement... Il a fait un appel qui a... Mais l'appel n'est pas une décision. Et l'appel dans ce domaine, je ne crois pas qu'il soit suspensif. Parce que si l'appel était suspensif, l'assemblée aurait eu lieu à Maroua. Mais elle a eu lieu à Guidigis. Vous comprenez? C'est une forme de contournement qui n'est pas bien. Et puis, je vous le dis, je suis membre enthousiaste du RDPC et membre titulaire du comité central. Je ne crois pas qu'il soit dans notre intérêt de sourire quand il y a les désordres dans une association politique concurrente. Mais ce sont vos camarades qui l'encouragent. J'en viens. Paul Atangani est mon ami et je l'assume. Mais ce n'est pas un problème personnel. Je ne pense pas que ce soit le rôle de l'État de désigner les dirigeants d'une association. Les associations, nous sommes en régime de liberté, désignent leurs dirigeants, mais l'État veille seulement à ce que ce qui se passe dans ces associations ne déborde pas sur l'ordre public. Exact. Vous comprenez? Et c'est valable pour les religions aussi, les églises. Ce n'est pas au ministère de venir désigner qui est dirigeant de mon église, c'est mon problème. Donc moi je pense que l'affaire du PCN, c'est du gâchis, et les camarades qui s'affichent avec M. Konan, ils font dans l'opportunisme inacceptable. Et la valeur... Vous savez que dans ses déclarations, Robert Konan l'a dit
clairement que l'élite RDPC du Grand Nord le soutient. Il a cité des personnalités. Non, mais je voulais répondre à cette question. Bon, moi, je ne fais pas la politique par rapport à la communauté ou la région dont je suis issu, mais je ne vois pas la valeur ajoutée électorale de M. Conan au candidat RDPC. Mais justement, peut-être que l'effet inverse, casser la valeur ajoutée écoutez, en termes de concurrence de Cabral si M. Conan, comme on présente cette affaire, avait une valeur ajoutée... Non, ce que je veux dire... Non, je comprends plus vous m'interroger. Avait une valeur ajoutée du point de vue de ceux qui s'agitent en se positionnant régionalement, le PCN aurait des élus au Nord. Il n'en a pas. Il aurait des parlementaires au Nord. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'enjeu, justement, et c'est Cabral a fait 3e à l'élection présidentielle derrière. Est-ce que l'enjeu n'est pas de casser cette dynamique? Mais je veux dire, c'est pas comme ça qu'on casse une dynamique. Moi, je fais de la politique. La politique, c'est aller convaincre, soutenir un programme. Moi, quand je conteste les positions de création de Cabral, c'est sur la base du programme que nous avons, le libéralisme communautaire. J'ai dit non, qu'il écrive un aussi. Vous comprenez? Mais je ne vais pas aller corrompre ses militants ou aller soutenir le désordre dans son parti. Il ne nous fait pas peur. Vous comprenez? J'ai horreur de la paresse. Et puis chez moi, la fin ne justifie pas les moyens. Donc je pense que l'article 3 de notre Constitution, faisant des partis politiques des passages obligés pour l'expression du suffrage universel, il faut faire très attention de ne pas créer le chaos avec les partis politiques. Puis un parti politique, ce n'est pas une société de location de voitures. Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous avez anticipé? Nous ne sommes pas dans l'antichambre des élections de 2025, où vous essayez déjà de neutraliser, je mets le mot dans des parenthèses, vos adversaires politiques. Monsieur le député, il faut que vous nous aidiez à ce que les gens comprennent que le RDP, c'était un rassemblement avec des individus différents, mais notre politique est écrite dans nos statuts et notre règlement intérieur, vous comprenez? Et que quand vous dites le RDPC a fait ça, c'est que vous prenez notre règlement intérieur pour dire vous avez écrit ça, c'est contraire à l'intérieur. S'il y a un comportement d'un individu, c'est moi-même, par rapport à tout, vous devez dire que bon, j'ai fait cela pour mon ego personnel, mais ce n'est pas le RDPC. Je le dis pourquoi? Parce que, l'institution judiciaire n'est pas un organe de base du RDPC. Deux, même l'administration n'est pas un organe de base. Mais le RDPC ne condamne pas, il ne s'est pas prononcé dessus, il n'encourage pas, il ne condamne pas, bref, il ne s'est pas prononcé dessus. Nous n'avons pas nous mêler. Mais il est celui qui va certainement bénéficier des... Non, pas du tout. Pas du tout. Si Cabral Libye n'est pas candidat, par exemple. Lorsque vous avez exclu Cabral Libye du PCN, vous n'avez pas pu ces électeurs qui sont à Boumiébel pour l'essentiel. Il faut quand même ouvrir les yeux, vous prenez comme monnaie pour les moutons ou quoi. Le PCRN, je ne suis pas... Maître Bébé est plus talentueux que moi pour défendre sa chapelle politique, sa paroisse, mais le PCRN essentiellement, Cabral Libye et ses amis qui ont été élus. Donc, s'il y a un problème là-bas, il faut que la loi nous dise où ça se trouve, et il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous aurions peur. On est en train d'augmenter la notoriété de Cabral Libye et de ses amis, plutôt que de travailler pour convaincre les gens que ce n'était qu'une aventure des enthousiastes, des jeunes enthousiastes, et qu'ils ont reçu leur coup, mais au prochain coup, je ne suis pas sûr qu'ils vont l'atteindre. Et pour aider à ce que la démarche que moi je propose l'emporte, il faut éviter de se mêler de leurs affaires. Il faut éviter de donner l'impression que nous travaillons pour détruire leur organisation. Vous comprenez? Donc, moi, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté. Donc, mes camarades qui s'affichent avec des photos de ce monsieur Conan, et ils oublient eux-mêmes de venir faire le travail de base là où ils sont militants, sont de mauvais camarades, ce sont de mauvais agents électoraux. Vous comprenez? Monsieur le député, il y a des gens dans la biosphère politique camerounaise, quand on les voit, on regarde ailleurs. Y compris dans vos rangs? Oui, bien évidemment. Parce que nous sommes les plus nombreux. Nous sommes une représentation en grandeur nature de la biodiversité. Vous savez que vos camarades qui sont impliqués à... Qu'est-ce qu'ils ont à faire dans cette affaire? Ils n'ont rien à faire là-dedans. Moi, le SDF, le MRC, tout ça, ce sont leurs affaires. C'est quand ils excitent les gens pour venir faire le désordre dans la rue que ça devient mon affaire aussi. Parce que c'est l'espace partagé. On appelle ça en mathématiques l'intercession, pour ceux qui ont étudié un minimum de mathématiques. Mais tant qu'ils sont dans leur
groupes enfermés, bon, ils règlent leurs problèmes conformément à la loi. Et la loi a dit là qu'il faut attendre le fond pour savoir qu'est-ce qui est, de par la loi, le responsable du PCR. Où est le feu? Pourquoi on ne respecte pas ça? Parce que la conséquence, c'est qu'on pense que nous transgressions les décisions de justice selon que ça nous arrange. Et c'est très grave, parce que c'est ça qui est aussi en jeu dans les affaires de football que je refuse. C'est l'autorité de l'État qui est malmenée par certains, même de certains de nous, soi-disant amis, et qui ne se rendent pas compte que quand on a fini de faire croire aux citoyens de base que les décisions de l'État sont à géométrie variable et que les lois, les règlements et tout, les dispositions, la norme n'existe plus, eh bien, on prépare le terrain du chaos. Nous ne voulons pas du chaos. Et le président ne veut pas du chaos. On peut faire l'économie des autres questions sur les autres. C'est pareil. Vous pouvez aller dans une association, vous amenez une norme qui vous arrange, alors que ce n'est pas la norme. C'est le désordre, c'est un trouble à l'ordre public. Bah, je veux dire que quand on regarde par exemple le CPP qui a vécu pareil, si on sort de la politique, qui a gagné devant le tribunal administratif. Et vous avez aussi l'UPC. Exact. Non, il ne faut pas multiplier les là parce que quand l'État, du moins ceux qui agissent au nom de l'État, font perdre à l'État des procès. Mais comment vous expliquez un coup de canibre sur la confiance. Comment vous expliquez, vous justifiez cette récurrence? Et puis, il n'y a pas qu'en politique. On a vu des affaires comme Dicolo ici. Il n'y a pas que... J'étais à Dicolo, même si c'est devenu le fonds de commerce de Limbi Lobé. Bon. Mais Dicolo est l'exemple type même d'un trouble à l'ordre public organisé par des gens qui ont détourné le statut de représentant du pouvoir pour asseoir leurs démangeaisons ou leurs intérêts égoïstes. Et je suis heureux que le président ait fait cesser ce trouble. Vous comprenez? Mais peut-être qu'on attend qu'il en fasse un peu plus, sanctionner ceux-là qui sont impliqués, qui sont concernés, qui mettent le pied sur l'accélérateur pour enfreindre la loi. Oui. On le voit pas beaucoup. Bon, moi je ne suis pas pour qu'on tue les auteurs, mais qu'ils changent aussi. Ça ne peut pas être tous les matins qu'on se lève, on lui dit que tel sous-préfet a fait ceci, et il est toujours... Non. Parce que quand vous êtes investi de pouvoir par délégation, c'est-à-dire vous avez une autorité de l'État, une parcelle, il faut faire en sorte que cette autorité reste intacte, en ne prenant que des décisions qui sont conformes à ce qui est convenu et qui repose sur la loi, la règle, la norme. Vous comprenez? Vous n'agissez pas par vos émotions personnelles. Quand vous avez surpris quelqu'un en train d'embrasser votre petite copine, vous venez vous décréter que son activité ne marche plus. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. L'objectif que nous poursuivons au RDPC, sous la conduite de Paul Biya, c'est de construire un État de droit moderne. Ça fait 42 ans qu'on l'attend. Oui, mais on n'a pas construit Jérusalem en un seul jour. Non, c'est l'impression qu'après 42 ans, si ce n'est pas encore... Mais on a beaucoup d'avancées. Si ce n'est pas encore réalisé... On a beaucoup d'avancées. Moi, j'ai un âge, puisque je suis un peu plus vieux que vous, sous l'Ancien Régime, vous n'aviez pas souvenir que l'administration avait perdu un procès face à une personne ou à une association. Mais ce nouveau, non, mais je vous le dis. Ce nouveau tragique comme moi à sa fin, il n'y avait pas autant de problèmes d'emploi, d'eau, d'électricité. Mais écoutez, il est démagogique. Je sais que c'est la saison, la haute saison de la démagogie. Il est démagogique de dire qu'on va créer un paradis. Mais il faut tous les jours faire avancer les choses pour distribuer le bien-être et la qualité de vie aux uns aux autres. C'est pour ça qu'on a commencé par un sujet tel que la Caisse de dépôt et de consignation. L'État fait des efforts. Certains de nos compatriotes font annuler ces efforts, soit par la corruption, la concurrence déloyale, les conflits d'intérêts. Mais c'est la nature humaine. Et le président ne peut pas venir entrer dans le cerveau des gens, dans leur éducation, et dire vous ne faites pas ça. Mais lorsque vous êtes pris, vous assumez les conséquences. Vous comprenez? C'est ça l'état de droit. Et je suis heureux d'être dans un état de droit. Mais dans la même mouvance, il y a également cette forte campagne d'inscription sur les listes électorales, du moins ces appels nombreux. Cette agitation, voilà un domaine dans lequel, si je n'ai pas le vocabulaire, mais je suis parfaitement d'accord avec mon ami, frère et camarade Paul Atangandi. Pourquoi vous dites que c'est une agitation? Je vais vous dire pourquoi je suis sur le terrain. Vous savez que moi je suis un homme du peuple. Lorsque la loi prévoit des périodes d'inscription sur les listes électorales, elles sont ouvertes. Ça ne veut pas dire que vous allez inscrire le tout venant.
je veux vous assurer vraiment, Lipita, j'ai eu la curiosité de me rendre en Dokotiki à 2 encablures de ma maison. Vous voyez des gens chasibles d'une association privée dans un parti politique et qui arrêtent le tout venant passant. C'est-à-dire, vous êtes de passage à Douala, vous venez de Bamenda ou de Babimbi et tout ça, on dit inscription et tout ça. Vous avez... Et la plupart, même on ne sait pas s'ils sont camerounais, on ne sait pas quoi, parfois ils n'ont que des récépissés. On vous inscrit. Comment vous allez voter? Où est-ce que vous allez retirer votre carte électorale si déjà vous n'avez pas une proximité avec votre bureau d'inscription? Comment vous allez réclamer? Et les gars savent que c'est du désordre. Et ils font ça pour préparer psychologiquement l'opinion. Faites un procès d'intention, là. Non, 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 je le dis parce que je le sais et j'ai discuté avec certains. Et j'ai convaincu que c'est le désordre qu'ils font. Ils préparent l'opinion selon laquelle on aurait inscrit, les gens se seraient inscrits sur les listes électorales, mais on ne leur a pas donné les cartes d'électeurs, on les a empêchés de voter. C'est faux. Si vous habitez même Bonabéry et vous venez vous faire enrôler en commando, vous n'aurez jamais votre carte d'électeur. Donc je pense que l'ECAM lui-même doit changer son fusil, sa manière de fonctionner, faire des inscriptions de proximité. S'assurer que quand l'ECAM vient vous inscrire, l'ECAM vous inscrit là où vous habitez. Vous comprenez, Lipita? Et que vous aurez votre nom sur le centre de vote où vous habitez. Mais vous ne pouvez pas aller à Ngambert, à Ndom, vous faire inscrire alors que vous n'habitez pas là-bas. Même si vous avez votre arrière-grand-père qui est de là-bas, vous n'êtes pas là-bas. Donc, Atangandi a donné un discours musclé, mais il a dit la vérité, qu'il ne faut pas prendre les gens pour les naïfs. Vous croyez vraiment, avec les défilés que vous avez vus, vous croyez que le RDPC a peur d'une compétition? La différence, député, vous savez également les conditions dans lesquelles ces défilés sont organisés. La différence entre 72% et 14%. Quand on réserve 9 carrés sur, je ne sais pas combien... On n'a pas réservé. Conformément aux dispositions réglementaires, c'est moi qui ai ouvert le défilé de RDPC comme mandataire, en l'absence de Camille Kini. Vous venez avec vos forces. Si vous allez prendre les figurants, ça coûte un tarif que vous n'allez pas payer à tout le monde. Est-ce que c'est nous qui étions à Bafoussam, là où on donnait de l'argent aux gens pour mettre les t-shirts? Laissez peut-être, je veux dire, accorder peut-être le même nombre de carrés aux uns et aux autres, et puis vous laissez voir si... Non. La règle, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'on a dit, vous devez avoir au moins un carré de 50 personnes. Et le préfet, Sylvia Mboko, a dit, si vous arrivez, parce qu'il s'est personnellement impliqué dans cette affaire, et je faisais partie de la réunion où tous les partis étaient là, y compris les partis qui ont refusé d'aller au vote. D'accord? Merci. Et il a dit, vous avez au minimum 50 personnes, mais si vous êtes à 30, 40, on va vous laisser défiler. Voici les règles, ne faites pas ça, ça, ça. Et tout le monde était d'accord. Certains n'ont pas pu louer la main-d'œuvre de l'agitation, parce que ce sont des entrepreneurs politiques. C'est un tarif. Quand vous allez en Dokoti, vous dites, bon, vous venez vous défiler avec mes t-shirts, le gars vous donne un tarif de 5 000. 650, c'est combien? Si vous n'avez pas l'argent pour leur donner, ils ne viendront pas. Donc ce qui s'est passé, c'est que ne défilaient que ceux qui, pas ceux qui voulaient, mais ceux qui pouvaient. Mais d'accord. J'ai en train de citer notre illustre président. Bon, à côté de ça, on peut parler également de ces questions des réseaux sociaux, justement, sur lesquels on voit s'épanouir c'est terrible. Beaucoup d'acteurs. C'est terrible. Il y a un prix Nobel, ECHO, je crois, qui avait dit que les réseaux ont transformé les habitués des bars et tous les oisifs de la terre en donneurs d'opinion sur les questions sur N'empêche que vous allez certainement comprendre, ou être, qui c'est peut-être d'accord avec ceux-là qui estiment que la régulation au Cameroun de cette activité-là incombe logiquement au pouvoir public et que de ce point de vue, ils n'ont pas forcément la force ou la main ferme pour... Personnellement, je veux dire, c'est une zone dangereuse. Ça veut dire qu'on ferait la politique des opinions. C'est lorsque ça devient la diffamation, la calomnie, le mensonge, et que c'est manifeste qu'il faut réprimer. Mais je ne suis pas pour un recul des libertés. C'est-à-dire que quand le roi me dit que monsieur Nkom, je ne vous aime pas, bon, c'est son problème, encore, je n'ai pas envie que ma femme m'aime suffisamment, ou dit je ne suis pas d'accord avec vos opinions, c'est quand on commence à me dire que je n'ai pas le droit d'être militant du RDPC que je dis attention, vous m'enlevez ma liberté de fréquenter qui je veux. Donc,
votre question est très importante, mais invitez un peu ceux qui les utilisent. Nous les connaissons tous ici. Les faux profils et tout ça. Moi, on me met dans les forats, je lis, je n'écris jamais. Mais à contrario, la liberté, oui, mais pas le libertinage. Voilà. Oui, exact. Et donc, ça demande un certain encadrement. Il faut une police des mœurs, une police de la vérité, et que certains ne violent pas l'agrément, ne transgressent pas les lois. Et pourquoi le gouvernement ne franchit pas ce pas-là? Qui? Le gouvernement, les pouvoirs publics. Le gouvernement n'écrit pas dans les réseaux sociaux, sauf si vous avez... Non, je veux dire le loi de l'encadrement, de la régulation. Ah, là, il y a un déficit. Là, il y a un déficit, mais quand on va mettre cela en marche, on va dire qu'Atangandi veut... Allons-y déjà, si nous tous sont décrits. Ben, écoutez, Paul Atangandi a dit qu'on l'a appelé Moulinex, parce qu'il dit que lui, la loi doit être au-dessus, et il a raison. Mais si on demandait, par exemple, parce que les gens ne le savent peut-être pas, ou ceux qui se donnent à cette activité, que l'État a des moyens, l'État du Cameroun, de savoir qui est l'auteur de certaines informations sur les réseaux sociaux, et quand c'est parti, et d'où c'est parti. Bon, vous avez raison, je suis le même avis que vous, on devrait mobiliser l'antique de façon permanente, lui donner les moyens de traquer tous ces gars, parce qu'ils participent au désordre, au trouble à l'ordre public, et parfois démolissent de façon irréparable des réputations qui n'ont pas... On n'a pas besoin de ça. Donc, nous qui ne sommes pas là-dedans, on a besoin de protection. Comprenez? Donc, moi, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment trop, c'est trop. Les réseaux sociaux, vous avez des gens qui n'existent pas. D'ailleurs, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Hein. Quand vous invitez dans vos émissions des gens dont le militantisme, même au RDPC, n'est pas prouvé, ils vont vous dire quelque chose qui ne relève pas de la vérité du RDPC. Vous comprenez? Comme qui? Non, je ne sais pas le nom. J'ai pitié d'eux. Mais en face, vous avez aussi des gens qui représentent des partis fictifs qui ne sont que dans leur tête, dans leur sac à main, et qui viennent tous les dimanches, tous les soirs, dans des églises de réveil à Bonakwangwang, nous dire comment le Cameroun devait être. Ce n'est pas vrai. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il y a gérer entre la liberté de le faire et la répression, c'est un peu difficile. Qu'il faut trouver. Et une parenthèse, moi je ne suis pas d'accord avec la CNC, c'est comme ça que ça s'appelle, ou le CNC. Le Conseil national de la communication. Le Conseil, voilà. Je pense que l'erreur doit être individuelle pour certaines erreurs. Et que fermer, par exemple, un média qui a une entreprise, c'est un peu... Vous savez que c'est la loi qui a encadré cela, non? Oui, mais il faut modifier la loi. Parce qu'il faut s'attaquer économiquement à une certaine forme de délinquance. Tant que vous n'avez pas pris une arme pour me tuer, je dois vous réunir économiquement pour que vous ne recommencez pas. Mais quand on ferme une entreprise, qu'on ne distribue plus les revenus aux parents, et tout ça, et que les familles en ressentent des conséquences pour des comportements dont elles ne sont pas responsables, il faut gérer un peu tout ça. Il faut faire donc à la fois la pédagogie et le bâton. On ressort par là, en quelques mots. Alors, ce déficit énergétique qui persiste, je lisais encore le mutation de ce matin. Il y a eu un problème hier. Le titre était Yaoundé plonge dans le noir, je l'ai peut-être plus en tête, pour dire que malgré les 60 kilowatts injectés... mégawatts. Oui, injectés dans le réseau par le nouveau barrage de Nachigal. On est toujours loin de répondre aux besoins, à la demande. Député, vous posez là une question pertinente. Et les stages à des replonges, les mutations de ce jeudi. Je ne veux pas vous surprendre parce que vous me connaissez. On a fait de très mauvaises privatisations de notre société nationale nationale. On est allé un peu trop vite en besoin. C'est pour ça qu'il faut se méfier aussi de nos soi-disant partenaires au développement que peuvent être la Banque mondiale et le FMI. Et quand on l'a fait, nous avions la société qui était, je crois, parmi les 30 premières sociétés d'électricité au monde. Elle avait une approche globale du métier d'électricité. Et là, nous la mettons en concession. Les concessionnaires qui arrivent vous disent, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller prélever les compteurs à la cité SIC. Je ne suis pas intéressé s'il faut faire du revamping au barrage de Songloulou. On commence à plonger. Et là, on nous dit que, bon, le Cameroun a un relief tel que vous ne pouvez pas avoir la disponibilité de 3000 mégawatts que vous avez déjà avec le barrage, vous ne pouvez pas l'avoir parce qu'il y a une perte dans le transport. On crée la Sonatrel. Et la Sonatrel va exercer un métier qui n'était pas
connu, c'est-à-dire le transport de l'électricité. Je crois que dans tout cela, il faut réfléchir pour qu'on revienne à une politique cohérente dans ce secteur. À propos de Nachigal n'a pas été créé pour venir donner l'électricité, c'est pour alléger ce que Yaoundé donnait au nord. Et Nachigal est tourné vers une région qui a un besoin. Donc oui, vous avez raison, nous avons un déficit énergétique et qui plombe un peu même nos projets de développement industriel. Et tout parce que quand on a créé les barrages, la demande industrielle, qui était essentiellement à l'UQAM, était supérieure à la demande sociale au Cameroun. Et on continue à fonctionner avec ces barrages où maintenant la demande sociale a augmenté, mais la demande industrielle est devenue exponentielle. Vous avez Prométhal, je ne fais pas la publicité, ou dans la Syrie, elle se consomme... Toutes les cimenteries qui ont été créées. Les 3 cimenteries qui nous polluent le fleuve Bouri et tout ça. Donc, nous avons là un rattrapage à faire et c'est pour ça qu'il faut très vite que les autres projets, Bemvel et tout ça, soient mis en chantier. On a besoin de 6 000 à 7 000 mégawatts. Et actuellement, non seulement on a pris du retard dans la programmation de ces chantiers, mais nous n'avons pas plus de 2500. Ça suscite ou ça nécessite qu'on interroge les politiques publiques. Oui, et puis l'environnement, on doit faire une politique énergétique qui tient compte aussi de l'environnement, la modification, la transition climatique. Vous avez vu qu'on ne sait plus dans quelle saison on est à Douala. Douala est devenu comme Londres. Moi, j'ai été à Londres un moment. Il peut pleuvoir à Londres subitement à tout moment. Et à Douala, hier, il pleuvait à midi. Après, il y a le soleil. Après, il pleut. Parce que nous détruisons la mangrove. Parce que nous avons des activités qui sont plus conformes à la nature de notre environnement. Et comme disait le célèbre écrivain nigérian Chinua Achebe, si tu détruis la nature te détruit. Donc, il ne faut pas qu'on continue comme ça. Et là, ta question est pertinente. Il faut que ce soit un débat public et que des acteurs dans le domaine de l'écologie, mon frère Fisno est parti, mais on a des jeunes comme Yimkwa, qui ont des talents et qui savent de quoi on parle. Une ville comme Douala, rien que les ordures qu'on déverse et qui vont jusqu'à la mangrove, on détruit la mangrove, on a les ordures, les rats sont partout et tout et tout. Donc, il y a un problème, On ressort par là, un peu de sport, football. Cameroun, non, ne parle pas de ça. Cameroun, au moins sur le plan sportif, on joue le Cap-Vert. Le Cameroun doit gagner, il faut qu'il gagne. On joue le Cap-Vert samedi à 17h au stade mythique d'ailleurs. Ouais, puisque vous m'obligez à parler de ça, le discours du président du 10 février, ça n'avait pas pour but d'aller introduire le désordre là où il y en a déjà assez. Ce que je dis est valable même pour le pouvoir public. C'est-à-dire, ça voulait dire aller discipliner. La discipline commence que le président a fait un constat, c'est une réponse à ses enfants. Avant, vous pouviez avoir les mauvais résultats parce que vous pouvez tester comme vous ne donnez pas suffisamment de moyens de préparation. Mais depuis qu'on a mis des milliards, des centaines de milliards dans les stades à Olembe, on vous soutient. Il faut que vous soyez un peu plus fort et que vos résultats soient conformes aux efforts que nous faisons. Ça ne voulait pas dire aller violer les règles de fonctionnement des associations. Je crois que tout le monde doit se calmer. Et là, nous avons une équipe en reconstitution avec des jeunes talents. Je vois les enfants que j'ai vus bébés, comme le Carlos Baliba, dont le père était un ancien de Dynamo et coach. C'est magnifique. Il faut maintenant que les bavardages des adultes ne viennent pas déranger, que tout le monde se calme, que chacun revienne à sa place, respecte les règles du jeu et joue son rôle, rien que son rôle. Sinon, ça devient un troubadour public. Alors, il y a des gens qui ont des agendas cachés, qui veulent instrumentaliser cela parce que c'est tellement populaire. Le football, c'est devenu une espèce d'église de réveil aussi. Et ils veulent mettre en cause l'autorité de l'État, avec les bégaiements qu'on a vus même au niveau du gouvernement, et qui veulent créer des conditions de chaos avant. Vous savez que le football? Oui, ben, on peut passer par le football aussi pour créer le chaos. Vous savez que nous avons un marathon électoral qui commence en 2025. Certains sont déjà dans cet agenda. Nous ne sommes pas naïfs. C'est pour ça que je crois qu'il faut que tous ceux qui aiment la paix, la cohésion de notre pays, on revienne un peu dans l'ordre. Et je souhaite beaucoup de succès aux Lions notables. Ils n'ont pas de raison de ne pas aller à la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. D'ailleurs, c'est la Coupe d'Afrique. Donc, cela, vous êtes serein. Je vais regarder l'ambiance. Serein, non, je suis inquiet, mais je voudrais que nous jouons et qu'on fasse une séparation entre les démangeaisons des individus et notre valeur sportive. Parce que tout indique que si nous jouons, nous gagnons. Enfin, nous sommes éligibles
à cette sélection. Mais les jeunes peuvent être distraits par les bavardages. Il faut qu'on gagne. Il faut que tout le monde se calme. Et je ne vois même pas quel est le sujet, à part les ambitions des agendas que certains auraient et qui ne sont pas justifiés. Donc la discipline, ça veut dire qu'il faut aussi limiter le comportement, les excès des uns et des autres. Voilà mon souhait. Bon, il y a quand même un point qu'on peut dire positif. On a revu qu'il y a des visages qui sont revenus, qu'on ne voyait plus dans cette équipe. Vous aimez les revenants? Allez, mais si les revenants sont performants, si les revenants peuvent apporter une valeur ajoutée et permettre... D'abord, je ne vois pas les revenants parce que Choupo-Moting, par exemple, qui est un joueur que j'adore, parce que son père est mon ami, Choupo était indisponible à cause d'un accident. Il a sa place. Ngandou qui est parmi les meilleurs à sa place. Mais dans une forêt, si vous passez 2 fois devant le même arbre, c'est que vous êtes perdu. Et puis, il y a un jour... Fingong Tralala raconte une histoire très intéressante. Il y a, non, c'est pas seulement non là, quoi. Bon, l'un d'eux, il y a un cas de police qui suivait quelqu'un à Daïdo, vers 18h, 19h. Le gars est rentré au cimetière de Daïdo et il s'est mis à dire venez, venez, le cas de police a pour moi. Il ne voulait pas entrer au cimetière. Il faut se méfier des revenants. Alors, c'était la partie sourire qui marque peut-être la fin de l'émission. Ça paraît court, alors qu'on a passé quand même 90 minutes. Je suis toujours heureux d'être avec vous. Et nous sommes toujours heureux de vous recevoir. Vraiment. Et je vous présente toutes mes condoléances pour tout ce que vous avez subi comme épreuve et mes félicitations parce que les gens ne savent pas, vous êtes Sa Majesté maintenant. Merci, Hervé. Merci beaucoup. Merci de l'amitié que vous entretenez assez bien avec notre maison. Malgré les étages, mais j'ai dit à Collins qu'il faut que ça change. Ne coupez pas cette partie. J'ai dit au prince que vraiment il faut que ça change. Bonsoir et à jeudi prochain pour notre carte sur table. On parlait surtout de la caisse des dépôts et de consignation pour en maîtriser les enjeux. On espère que vous en êtes édifiés, qui sait, peut-être on aura d'autres émissions à ce sujet pour davantage vous en faire comprendre les contours. Bonsoir et à jeudi. Bonsoir.